Aujourd'hui, le squad, nouvel échange santé et performance avec le premier coach du podcast. Bastien est un entraîneur dans le triathlon. Bastien, bienvenue dans le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Salut Maxence, merci pour l'accueil. Alors pour me présenter, je m'appelle Bastien Kirangoff. Je suis entraîneur de triathlon. Donc j'entraîne principalement en ligne des athlètes de tout niveau, des courtes distances jusqu'à l'Ironman, voilà, pour les accompagner dans leur objectif de performance. Est-ce que tu fais aussi des épreuves un peu annexes au triathlon? Je pense notamment au swim and run, je pense notamment au triathlon, au cross triathlon, comme on l'appelle. Ouais, j'ai des athlètes en fait après dans différents sports d'endurance. C'est-à-dire, j'ai des athlètes en cyclisme, en course à pied, en trail. Je me ferme pas uniquement au triathlon, même si c'est vraiment mon sport de prédilection. Voilà, les principes de l'entraînement en endurance sont assez communs des sports à l'autre. Donc j'aime bien aussi aller sur d'autres sports. C'est toujours intéressant, ça permet de varier un petit peu et de voir d'autres cultures, d'autres athlètes également, hein. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. J'aimerais que tu nous dises quelles sont les données que tu prends pour surveiller, en gros pour monitorer les séances de tes athlètes, que ce soit sur leur progrès et sur leur état de forme. Vu que je travaille principalement en ligne, en fait, j'essaie d'utiliser un maximum d'outils. C'est vrai que quand on a le contact physique, le simple échange déjà permet enfin, ça en dit déjà long. Mais le fait que ce soit en ligne, faut être un petit peu plus, il faut regarder un peu plus loin. Moi, je vais utiliser beaucoup le RPE, les données de fréquence cardiaque, de puissance. Je vais essayer toujours d'associer en fait un facteur interne et un facteur externe. Ouais. Un facteur interne, une fréquence cardiaque ou voilà, ou des fois ça peut être enfin, d'autres mesures avec un facteur plus externe, une allure, et puis c'est de comparer tout ça avec un ressenti et puis de l'échange avec l'athlète. Enfin, c'est assez objectif, ça suffit en général à avoir un bon retour, quoi. Comme tu dis déjà, ne serait-ce que l'échange avec l'athlète, parce que même si tu n'es pas en physique, ça te permet quand même d'avoir des échanges en visio, au téléphone, et puis potentiellement de temps en temps par message, ce qui permet peut-être d'avoir un retour sur... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, d'avoir un retour parfois beaucoup plus régulier que quand on voit les gens en physique. Bien sûr, ouais, ouais. Bah, pendant un moment, j'utilisais beaucoup, enfin, j'utilisais la HRV pour Ouais. contrôler un peu, pour monitorer un peu la fatigue. Et en fait, j'ai stoppé parce que, bon, simplement, un échange me donnait plus d'informations qu'une mesure. Et même si la HRV, c'est intéressant, bah, le problème, c'est que des fois, ça faussait un peu la perception. C'est-à-dire que l'athlète se sent bien, il a bien dormi, il se lève, il prend sa HRV et elle n'est pas bonne. Alors là, du coup, pour peu qu'il soit assez à cheval sur les chiffres, ça lui fausse totalement sa perception. Alors qu'un simple ressenti, en général, voilà, quand on se lève, on sait à peu près dire comment on se sent. Après une séance également, en général, c'est assez intéressant et ça suffit à bien comprendre l'état de l'athlète en général, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, on se rend compte qu'on a de plus en plus de data et du coup, les athlètes sont de plus en plus friands de ces data, en Mhm. tout cas pour certains. Je pense qu'effectivement, le rôle d'un coach, c'est aussi savoir quoi donner et ne pas donner à l'athlète, bien évidemment dans un but de bienveillance pour son état de forme, son état mental, sa performance, etc. C'est un témoignage que j'avais entendu, tu vois, une fois en podcast où il parlait de la Oura Ring, je crois, D'accord. pour Ouais. monitorer son sommeil. Et le mec disait, en fait, je me posais même plus la question de savoir est-ce que je dormais bien ou pas. Mm. En fait, j'allais directement voir les données pour savoir si mon sommeil était Ouais. bon ou pas. Je disais, mais à un moment donné, bah voilà, j'ai fait cette erreur Mm. d'être énormément dans les datas et en fait, moins dans le ressenti. Donc, Ouais. ça me fait penser, est-ce que quelque part, ça t'arrive de demander à tes athlètes de faire des séances uniquement au ressenti et sans finalement utiliser de montres, de cardio-fréquence mètre, etc. Alors, c'est vrai que c'est assez rare parce que, voilà, pour être honnête, j'ai quand même besoin d'avoir un retour derrière. Mais maintenant, quand un athlète est vraiment qu'il est dans un mauvais jour, tout ça, moi, je conseille voilà, de couper l'écran. C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans les sports d'endurance, on a des écrans pour tout, quoi. Donc, Hmm. c'est une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise. Mais je conseille des fois, effectivement, de déconnecter de tout ça. Quand la séance, voilà, on sent que ça va pas passer, on n'utilise que le ressenti. Et puis voilà. Après, pour les athlètes qui ont, par exemple, qui n'ont pas de capteur puissance à vélo, qui sont un peu moins équipés, ou ça dépend aussi de l'athlète. J'ai des athlètes qui fonctionnent beaucoup au ressenti. Certains athlètes, si je leur donne un RPE, ils vont être exactement dans la zone souhaitée. D'autres, beaucoup Ok. moins, parce qu'ils vont souvent surestimer, sous-estimer. Ça dépend de l'athlète. Mais quand c'est possible de le faire, je trouve que c'est une très bonne chose.
Et pour les athlètes qui ont de l'expérience, c'est une bonne perception de la difficulté ou une faculté à se mettre dans les bonnes zones juste au ressenti. Franchement, voilà. Et de même, de toute façon, ils le font. Je sais très bien que certains athlètes, pour un footing, je vais leur mettre par exemple une zone de fréquence cardiaque, ils n'ont pas besoin de regarder. Ils savent très bien qu'à telle allure ou à tel ressenti, ils sont dedans. Voilà. Mais moi, ça me convient très bien comme ça. Pour moi, un athlète justement qui arrive à percevoir son intensité, son RPE, comme tu en as parlé, uniquement avec cette donnée-là, c'est aussi souvent des athlètes qui sont beaucoup plus confirmés, qui ont beaucoup plus de maturité dans leur entraînement. Ouais, bien sûr, en général, ça fait partie un peu des stades de développement de l'athlète, quoi. Au début, il a besoin donc d'être freiné un petit peu parce qu'il va tendance à aller dans les sports d'endurance, en tout cas, c'est souvent le cas. Ils vont avoir Ouais. tendance à aller trop vite, à surestimer leurs capacités. Et puis après, plus l'athlète se développe et plus il va comprendre, plus il va savoir se caler, être plus prudent, être plus expert de ses sensations. Pour moi, c'est super important. Voilà, ça permet sur toutes les séances de jamais partir trop vite, de toujours bien gérer, voilà, d'apprendre à faire des bonnes séances et puis à s'écouter. Je pense que c'est hyper important, hein. Pour Mm. qu'on se rende bien compte, j'aimerais que tu nous parles un peu du ratio pour chacune des épreuves de triathlon entre chacune des zones d'intensité, d'un point de vue bien évidemment global. Quand je parle des épreuves de triathlon, je parle de SML, XL Mhm. et toutes les autres, bien évidemment. Dis-moi déjà si je me trompe, l'épreuve olympique, le format olympique, c'est le format M. C'est le format M, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est Ok. 1540 et 10 kilomètres de course à pied, hein, Ouais. exactement. Donc déjà, c'est conséquent. Peux-tu nous donner justement ce ratio entre chacune des épreuves? Ouais, bien sûr. Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que le triathlon, que ça soit du S au XL, au format Ironman, ça reste une épreuve. Enfin, moi, je le perçois comme ça reste une épreuve de longue durée. C'est-à-dire que même si un S c'est 1 heure, voilà, on peut considérer que effectivement, ça reste quelque chose d'assez long comme effort. Mhm. Si on se met sur une échelle, voilà, en comparant beaucoup d'autres sports, ça reste assez long. Donc, Exact. globalement, c'est des épreuves qui sont ultra dépendantes ou très majoritairement dépendantes du système oxydatif, donc du système aérobie. En fait, les grands principes restent les mêmes, peu importe la distance. Ce qui va D'accord. changer, effectivement, ça va être un petit peu la distribution des intensités. Mais ça va changer par rapport à la spécificité de l'épreuve. C'est-à-dire qu'un triathlon S, globalement, une bonne partie de l'épreuve va quand même se trouver en zone, sur un modèle à 5 zones, on dirait en zone 4, en zone 5, donc sur une intensité assez élevée. Tandis qu'un Ironman va plutôt se retrouver en zone 2 ou en bas de zone 3, donc sur une intensité qui est quand même beaucoup plus basse. Donc, globalement, peu importe la distance, on aura une majorité d'entraînement à basse intensité, donc sous le premier seuil, en zone 1, zone 2, vraiment une intensité facile, hein, voilà, pour ceux qui ne sont pas dans les sports d'endurance, c'est une intensité où je fais un footing, je peux parler en même temps, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose de facile. Et ensuite, on va avoir 20-30% de haute intensité ou d'intensité spécifique. Voilà, ça va varier tout au long de l'année. Mais ce qu'il faut dire, c'est que globalement, sur la semaine d'entraînement d'un athlète, quelqu'un qui s'entraîne, voilà, on va dire qu'il s'entraîne 8 ou 9 fois dans la semaine, ce qui est pour un athlète qui recherche la performance, c'est à peu près le minimum en triathlon. En gros, il va y avoir une séance difficile par sport par semaine. Donc sur 8 séances, on va avoir 3 séances dures et le reste, ça sera globalement de la basse intensité. Ouais. Donc effectivement, on a un gros quota de basse intensité. Mm. Et surtout, ça montre ce que tu viens de dire. 8, 9 entraînements, c'est quand même assez important. Il y a plein de sports qui ne font Mm. pas de même. Je pense qu'il y en a Mm. certains qui doivent se poser peut-être un peu des questions, même si effectivement, hein, ça reste un sport particulier. Qui plus Mm. est, triathlon, ça veut dire 3 sports. Et donc, être capable de développer ces 3 sports, même si, bien évidemment, je pense que, tu dis-moi si je me trompe, mais tu peux pas développer les 3 sports à la même vitesse et au même moment. Non, exactement, ouais. Alors, après, il y a aussi un effet entraînement croisé qui va plutôt bien fonctionner sur la course à pied et le vélo. En revanche, même si effectivement l'entraînement croisé est intéressant, il y a quand même, je pense à la natation, il y a quand même des adaptations périphériques à créer. C'est-à-dire on peut être très performant en termes, au niveau endurance sur le bas du corps. Je prends par exemple des athlètes voilà, par exemple, qui jouent au foot ou à d'autres sports d'équipe. Quand ils passent en course à pied, en général, ils sont assez bons voilà, parce qu'ils ont développé des adaptations propres à la course à pied. Mais en natation, c'est quand même bien différent. On est peu adapté à l'eau, entre guillemets. On n'est pas habitué à naviguer dans l'eau comme ça naturellement. Donc, il faut quand même créer des adaptations périphériques et l'entraînement croisé fonctionne beaucoup moins.
Mais effectivement, c'est compliqué de développer les trois sports vite et en même temps, quoi. En général, il faut faire un peu des choix. Et les choix, ils vont se faire soit par point fort, point faible, ou par temps disponible en fonction des épreuves qui sont préparées, quoi. Ouais, ok, bien évidemment. Plus la distance est importante et donc plus le volume est important et devient un facteur de performance. Cependant, tu mets beaucoup en garde sur les cultes des volumes énormes quand certains évoquent 20-25 heures hebdomadaires, ce qui amène à faire énormément de volume. J'aimerais que tu nous parles du principe de base de dose minimale effective. Le truc, c'est que dans les sports d'endurance, il y a quand même une relation assez linéaire entre volume et performance. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que le volume, c'est un peu la conséquence du développement de l'athlète. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a une surcharge progressive, il y a une amélioration des capacités de récupération, de son environnement avec le temps. Mais on ne peut pas se dire du jour au lendemain, tiens, je veux être performant, je fais 25 heures et je me l'applique comme ça. Non, ça demande tout un cheminement et tout un développement. Et pour ça, il faut, dans un premier temps, évaluer les capacités de récupération. C'est-à-dire que faire 25 heures, il y a beaucoup de triathlètes qui sont capables de le faire, mais qui vont le faire toute l'année, il y en a très très peu. En fait, Mhm. un triathlète amateur qui a un travail, c'est tout simplement pas possible, hein. Même 20 heures, voilà, c'est très très compliqué. Donc moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de d'abord trouver un peu les capacités de récupération. Qu'est-ce que l'athlète est capable de réaliser et d'absorber. Voilà, et ce toute l'année, sans blessure, sans rien. Et de là, en fait, on va utiliser le concept de minimum effectif dose. C'est-à-dire qu'on va choisir une dose d'entraînement qui fait progresser, qui te fatigue. Et moi, j'ai plus approche de long terme, donc je préfère qu'on choisisse, par exemple, un athlète qui est capable de faire et d'absorber 15 heures. Je préférais lui mettre 12 ou 13 heures, mais ce toute l'année, pour qu'on puisse éviter les blessures, les fatigues chroniques, des choses comme ça, mais progresser de façon linéaire, quoi. Pour moi, c'est un principe également de base, même si je ne Mm. suis pas du tout dans ce genre de domaine. Au final, c'est un principe qui est transférable autant d'un point de vue tissulaire que d'un point de vue donc, systémique au niveau voilà, du système énergétique. Et moi, j'aime bien aussi prendre en charge, en compte pardon, le volume maximum Mm. récupérable. Quand les athlètes me contactent, et peut-être que toi, tu dois avoir un peu le même constat, c'est que certains sont soit en dessous de la dose minimale effective, soit Mm. au-dessus du volume maximum récupérable et pas du tout au niveau du spectre entre tout ça. Effectivement, il y a beaucoup ce phénomène-là et on l'a beaucoup alors, ça va être un peu deux extrêmes. Soit on va avoir des athlètes qui ont des objectifs mais qui ne s'impliquent pas assez vis-à-vis de l'objectif, ou des athlètes qui sont trop motivés et qui vont aller au-delà du spectre et c'est eux qui vont facilement se blesser. Alors, c'est une bonne chose que c'est des athlètes qui sont capables de s'entraîner beaucoup, qui sont très dévoués, mais qui vont vite à l'erreur aussi parce que, ils ont une volonté d'en faire beaucoup. C'est vrai que moi, j'essaie toujours de bien gérer ça parce qu'à chaque fois qu'un athlète va me contacter, je vais souvent avoir l'athlète qui va me dire, bah, écoute, moi, avec mon emploi du temps, je peux m'entraîner 15 heures. Mais avant d'en venir là, moi, je vais voir l'athlète, qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis combien de temps? Et souvent, je m'aperçois que finalement, 15 heures, c'est trop ambitieux. Il vaut mieux commencer plus bas et on verra plus tard. Et au final, quand on commence à 12 ou 13 heures, on se rend compte que déjà, le tenir sur l'année, quand un athlète a une vie de famille, des choses comme ça, et ben, c'est pas toujours facile. Entre ce qui est faisable et ce qu'il faut faire, il y a toujours une différence. Et ça, c'est au coach de l'évaluer après pour bien conseiller, quoi. J'avais entendu une fois une métaphore qui me parlait beaucoup, c'est la métaphore du soleil, du coup de soleil, où si tu t'exposes voilà, pendant une dizaine de minutes au soleil, il y a peut-être peu de chances que tu aies le teint allé. En revanche, si tu t'exposes peut-être 5 heures, il y a plus de chances que tu chopes un coup de soleil et que du coup tu sois au-delà de ce teint allé. Bien évidemment, c'est conceptuel, hein, ne Mm. venez pas me parler de mélanine en fonction Mm. des gens. Mais tu as parlé de famille, de vie de famille, tu as parlé bah voilà, de problématiques, on va dire, professionnelles, etc. Ça m'évoque beaucoup, en fait, la notion de surentraînement, Mm. surtout chez un public amateur. Est-ce que c'est des choses que tu retrouves, toi, chez ces athlètes? Ouais, effectivement. En fait, on va surtout le retrouver, alors comme toujours, chez les athlètes qu'on a dans les sports endurance qui sont très, très motivés et qui sont. Et en fait, c'est surtout c'est psychologique parce que c'est des athlètes qui sont tellement motivés que ils sentent qu'ils sont fatigués, ils le savent, qu'ils en font trop, mais leur psychologie, leur envie de performer est au-dessus de ça. Donc, ils vont continuer. Et en fait, ça va pas forcément être un surentraînement très intense où ils vont être épuisés, se blesser, mais ça peut être une sorte de fatigue chronique qui s'installe, des changements d'humeur, des choses comme ça.
Et moi, je l'ai vécu cette chose-là, donc je comprends ce que c'est quand un athlète, j'arrive à le cerner à peu près. Mais il faut faire très attention à ça parce que ça commence comme ça et ça peut terminer par des blessures plus importantes ou un moment où on le voit beaucoup dans les sports d'endurance et en triathlon, des burn-out complets où les gars ils lâchent tout parce que c'est trop, quoi, c'est trop de concessions. Donc, on en revient encore à la MED, au minimum effective dose. Et Mm. ben, quand on cale bien ça, on évite ce genre de choses-là. Et c'est aussi plus de plaisir dans la pratique parce que c'est pas vu comme une contrainte et comme quelque chose de. Un sport qui prend autant de temps, ça peut vite devenir compliqué. Et je pense que beaucoup d'athlètes le vivent. Ouais. Ça te permet d'avoir une progression toute l'année et ne pas avoir de phase de plateau. Alors, bien évidemment, je pense que parfois ça doit arriver, mais tu n'as pas cette obligation de un peu deload ta charge et ton intensité d'entraînement. Ouais, c'est ça exactement. Bah, quand un athlète a besoin trop régulièrement de se dire ah là, il faut que je fasse une semaine de décharge, voilà. En général, c'est que on est au-dessus de la MED. Voilà, Ouais, quand on y est, normalement, même si c'est un peu contraire au principe qu'on va avoir dans les systèmes de planification où il faut 3 semaines de charge, une de décharge, etc. Quand on est bien dans la MED, on peut continuer toute l'année sur le même volume et on va s'adapter au fur et à mesure. On n'aura pas besoin de semaines de décharge ou autre. Tant qu'on récupère bien, qu'on dort bien, qu'on mange bien, les adaptations vont se faire en continu. Donc voilà, je pense que ce principe-là, c'est vraiment la clé pour durer dans le sport. Et dans le triathlon, on le voit de plus en plus chez certains athlètes, même professionnels, qui finalement s'entraînent peut-être 25 heures par semaine. On le voit avec le Français Sam Ledlow, qui a terminé deuxième au championnat du monde donc, l'année dernière. Voilà, il s'entraîne peut-être moins que la plupart des gens, mais il a 24 ans et il suit un cheminement et il sait que ben, son volume le plus élevé arrivera quand il aura la trentaine, quoi. Mais exact. il Ouais. s'en tient à son plan et je pense que ça, c'est très important, même si c'est difficile à faire. Ouais, c'est intéressant. Tu parles du coup d'un plan vachement Mm, long mm, terme. Et ça, mm, mm. c'est un concept aussi de base que tu retrouves dans Ouais. l'entraînement, tu retrouves en finance, que tu retrouves voilà, dans plein d'autres domaines et qui est transférable. Voilà, on sait que les épreuves de triathlon, comme tu l'as dit, sont longues dans tous les Mm. cas, même dans les petits formats. J'aimerais notamment qu'on parle de ceux en longue distance, type Ironman, qui demandent une certaine résistance à la fatigue. Mm. Quel type de séance tu proposes pour repousser ce seuil de tolérance à la fatigue? En général, il va y avoir deux aspects, pour la simple et bonne raison que le seuil de tolérance à la fatigue il va être dicté en partie par la puissance du système oxydatif, donc aérobie, tout simplement l'endurance en général. Plus l'athlète a une forte proportion de fibres lentes, une densité, une fonction mitochondriale élevée, et globalement, plus il va être endurant, donc par définition résistant à la fatigue. Mais après, il y a des séances un peu spécifiques pour préparer aux courses qui vont être mises en place. Donc, ça peut être des très longues sorties. Je pense aux athlètes qui préparent des Ironman, ça va être par exemple 6 heures à vélo, 2 heures en course à pied, des séances à basse intensité simplement. Et après, on va aussi utiliser des séances d'intervalle, par exemple en zone 3, donc en intensité, on dirait tempo, modéré, entre le premier et le second seuil. Et là, en fait, ça va nous permettre de recruter des fibres musculaires qu'on ne va pas recruter à basse intensité pour améliorer leur capacité d'endurance, qu'elles soient moins fatigables et in fine bah, développer la résistance à la fatigue encore plus sur les intensités spécifiques à l'épreuve. Parce que Ok. voilà, on peut être résistant à la fatigue à une intensité et peut-être un peu moins à une autre. Donc c'est important de choisir l'intensité de son épreuve et de développer sa résistance à la fatigue à cette intensité Ouais, spécifique, quoi. Donc, il y a un peu ces deux aspects-là. très très clair. J'aimerais qu'on parle de deux notions, l'économie et l'efficience. Je vais Mhm. déjà te laisser les décrire. Effectivement, il y a les deux versants qui sont un petit peu différents, mais qui finalement sont reliés par différents points. L'efficience, en général, alors ça dépend de comment on le définit, mais ça va être plutôt au niveau métabolique, au niveau utilisation des substrats. Et puis l'économie, ça va être plutôt une relation VO2 max enfin VO2 pardon, et allure. Donc ça va être deux termes un petit peu différents, mais les deux en fait sont assez reliés. Pourquoi? Parce que quand on a une bonne économie, donc un bon ratio VO2 et allure, c'est signe d'un système oxydatif, toujours, hein, un système aérobie bien entraîné. Et quand on a un système oxydatif aérobie bien entraîné, au niveau métabolique, on va avoir une utilisation plus importante des graisses, des lipides, afin d'épargner les réserves de glucides. Donc en fait, les deux sont totalement liés. Et on se rend compte que cette économie, cette efficience, elle est surtout dictée par, toujours pareil, par la force du système oxydatif et par la pratique.
pour vraiment voilà, que le corps devienne efficient sur un geste spécifique. Un peu comme la marche, hein. Quand on est petit, marcher, c'est très éprouvant. Et puis quand on marche toute notre vie, après, marcher, ça devient plus du tout difficile. C'est quelque chose de très naturel. Bah, pour un Ouais, sport, c'est quasiment la même chose, hein. ouais, c'est une belle image. Mhm. Comment finalement tu améliores ces deux notions-là? Et ben simplement pour moi, ça va être simplement avec l'entraînement, en répétant du volume. On voit qu'il y a une corrélation assez importante entre l'efficience et l'économie et la typologie des fibres. Par exemple, on se rend compte que pour un coureur sur marathon, et ben, l'économie, l'efficience, elle va être, elle est en relation avec le pourcentage de fibres de type 1 et fibres lentes. Après, c'est une corrélation, c'est pas forcément la cause. Parce qu'on pourrait se dire aussi, oui, mais s'il a beaucoup de fibres de type 1, c'est parce qu'il s'entraîne beaucoup. Donc voilà, les deux, tout est relié. Il n'y a pas vraiment de raccourci, c'est les années d'entraînement qui vont faire ça. Et on le voit d'ailleurs sur différentes études. Je pense à celle de Paula Radcliffe, une marathonienne très connue, voilà, qui a amélioré son chrono sur marathon drastiquement sans que sa VO2 max bouge. Et on a juste remarqué que son efficience s'était vraiment améliorée dans le temps, quoi. Donc moi, je dirais surtout l'entraînement. Après, on sait aussi que la musculation, le renforcement de la pliométrie peut avoir un impact vraiment positif à ce niveau-là. Les gammes également, ça peut avoir, par le biais de la pliométrie, peut avoir un impact intéressant. La seule problématique que j'ai à ça, c'est que quand un athlète fait déjà 9 séances dans la semaine, est-ce que je suis vraiment gagnant à lui ajouter de la musculation en plus par rapport au temps que ça va me prendre? Oui et non, ça va dépendre en fait. Peut-être pour la prévention des blessures, pour cette amélioration de l'économie, mais c'est pas facile à mettre en place quand un athlète a fait que des sports d'endurance, qu'il n'a pas forcément les bases en musculation, que ben, moi je suis pas forcément présent puisque je suis en ligne. Donc pour certains athlètes, je vais le mettre en place parce qu'il y a la nécessité, et pour d'autres, non. Ça va dépendre vraiment du profil et de quel intérêt j'ai à le faire, quoi. J'allais te poser la question parce que moi, en tant que prépa physique, j'ai cette notion d'économie, d'énergie, grâce notamment au travail de résistance et donc globalement du travail de musculation. Et Mm, j'allais te demander en fait si c'est des choses que tu proposais et est-ce que tu le plaçais. J'imagine mm, bien qu'avec le volume hebdomadaire dont tu parles, parce que même si on parle, admettons, d'un minimum de 12 heures pour certains, mm, 12 heures, mm, ça représente énormément d'heures quand même quand ouais, on voit que certains ont du mal à se mm, bouger une demi-heure par jour. mm, ouais, Voilà, ça pose question sur le spectre des possibles mm, pour un être mm. humain. Ouais, dans un monde idéal, tous mes athlètes feraient de la musculation. C'est-à-dire que si j'avais la possibilité, s'ils étaient à plein temps, bah effectivement, ils auraient tous une routine de mobilité, de renforcement sur des points précis, sur des endroits où ils vont se blesser un peu plus facilement, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps que ça prend, c'est compliqué. Surtout par exemple un athlète qui prépare un Ironman, c'est compliqué de sacrifier du volume pour faire de la musculation. En fait, le ratio bénéfice-temps, entre guillemets, il n'est pas forcément rentable. Mais sur le papier, effectivement, c'est un athlète professionnel ou qui a beaucoup de temps, c'est super. Enfin voilà, il y a beaucoup d'intérêt à en faire en tout cas. Quand je vois certains, voilà, même encore une fois, dans le monde amateur, dans les sports Mm, mm, collectifs, qui mm, font 3 à 6 heures d'entraînement, là, on parle au bas mot du double. Donc, mm, les mm. gars, c'est que vous avez le temps, hein. Ouais, ouais. Ah, C'est que mais vous avez le exactement. temps. Mm, mm, mm. Non, c'est clair, bien sûr. Quand on regarde les sports d'endurance comme ça, c'est vrai qu'on se rend compte que les volumes sont vraiment importants. Après, c'est vrai que dans les sports collectifs, les intensités sont quand même plus élevées. Donc, je pense que voilà, c'est compliqué de s'entraîner. Je pense qualitativement, je pense à un entraînement de foot. Je suis pas sûr que 6 heures d'entraînement dans la journée serait vraiment productif. Mais c'est Ah, vrai c'est que sûr. on voit que plein de choses pourraient s'ajouter pour améliorer la performance, effectivement. C'est sûr, mais justement, du coup, j'en reviens à ce principe de dose minimale effective où, bah, en fait, tu vas aller peut-être davantage sur ton volume maximum récupérable sur le sport spécifique, Mm, mm, mais mm. par contre, tu peux toujours acquérir voilà, le minimum sur des notions. Voilà, tu parlais de mobilité, de travail Mm, en musculation, etc. Parce que finalement, c'est toujours la question de se poser quel tissu je dois cibler essentiellement pour retenir un maximum de progrès pour un minimum d'effort, tout en ne mettant pas toujours la même intensité et en faisant d'autres choses, en stimulant d'autres tissus, et pour que ça ait un effet, un verre remplit l'autre finalement.
Mm. Ouais, exactement. C'est vrai que si j'ai un athlète qui est très peu mobile au niveau des hanches, plutôt que de lui mettre un ensemble d'exercices, en sachant qu'il a peu de temps, on va aller à l'essentiel. Je vais lui donner un exercice et je vais lui dire, bah, tu le fais 5 minutes par jour. Voilà. Et ça répond bien au concept de MED. Ouais. Et souvent, ça suffit. En fait, c'est même plus efficace que l'athlète, il adhère beaucoup plus. C'est-à-dire que Ouais. s'il a une routine de 6 exercices, qui s'est entraîné le matin, qui s'est entraîné le soir, qu'après, il faut qu'il aille manger, tout ça, 6 exercices, je sais qu'il va, la plupart du temps, il va passer à côté. Si je Mm. mets un exercice, ça se fera plutôt bien. Ouais, ouais. Ouais, exactement. Et justement, c'est parce que à un moment donné, tu tapes juste par Mhm, rapport à tes mhm. connaissances et du coup, après, tes connaissances aussi de l'athlète et de ses besoins. Tu t'as parlé d'énergétique, de substrat énergétique. Dans les sports d'endurance, la demande énergétique, elle peut véritablement être colossale en Ouais. fonction du profil de l'épreuve, bien évidemment, mais même déjà dans les épreuves beaucoup plus rapides. As-tu déjà été témoin de dénutrition chez des athlètes? Chez mes athlètes, non, ça ne m'est jamais arrivé parce que en fait, je suis assez prudent et j'essaie d'être assez préventif à ce sujet-là. C'est quand j'ai des athlètes qui me disent bon là, il faut que je perde du poids. Déjà, j'essaie d'en parler avec eux. Je leur dis ok, dis-toi que voilà, sur les sports d'endurance, surtout sur les très longues distances comme les Ironman, moins de poids, c'est pas plus de performance. Si on prend le top 10 à Hawaï, donc au championnat du monde d'Ironman, le poids moyen, c'est quelque chose comme 72-73 kilos. Donc pour un athlète d'endurance, ça reste assez élevé, hein. Ouais. J'essaie déjà d'expliquer le concept, de démontrer par des arguments que moins de poids, c'est pas forcément la bonne chose. Et si effectivement ils ont pris du poids, je sais pas, suite à des fêtes ou des choses comme ça, je vais leur expliquer comment le faire. Je vais leur dire, bah écoute, il faut que si tu veux perdre 3-4 kilos pour revenir à ton poids habituel, on va le faire sur 2 mois, quoi. On va pas faire quelque chose de. Parce que les athlètes d'endurance aiment bien être les choses un peu extrêmes, quoi. Ouais. Bon, par exemple, je vais arrêter de manger pendant mes sorties vélo, mauvais plan, des choses dans ce genre-là. Donc ça, je vais vraiment essayer de l'éviter. Donc moi, j'ai jamais eu d'athlète chez moi à qui c'est arrivé en tout cas, mais j'ai déjà eu connaissance dans les milieux d'endurance, vu des athlètes qui effectivement étaient vraiment dans la restriction au niveau alimentaire, quoi. Mais ça se paye toujours, soit par la blessure, soit par le burn-out. Enfin, c'est vraiment le mauvais plan, quoi. Ouais, ouais. Mais Mm, ça part d'une incompréhension. Ça part de cette impression que plus on est léger, plus on va vite. Alors que pas du tout, en fait. On le voit bien dans les sports d'endurance que c'est pas le cas. Il faut un poids qui soit naturel, qui permet d'être en pleine forme, qui permet surtout de s'entraîner. Parce que mm. si on mange peu et qu'on ne peut pas s'entraîner, ben, on ne sera pas performant, tout simplement. Ouais, ouais, c'est le fuel. C'est le fuel, c'est le Ouais, carburant, exactement. effectivement. Et c'est vrai que malgré tout, dans le triathlon, c'est, on va dire, la fourchette haute en termes de masse par rapport à d'autres sports d'endurance. Je pense à des marathoniens ou des Ouais. ultra-trailers où les profils sont complètement différents. Ouais. Les profils sont différents, mais après, on observe aussi pour chaque discipline un peu de variabilité. Et il faut toujours aussi essayer de comprendre, est-ce que les profils qu'on va voir sur marathon, qui sont les meilleurs, est-ce que leur poids faible est une cause ou une corrélation avec la performance? C'est-à-dire que si on prend par exemple, c'est pas des Kenyans, eh ben, si on regarde la population kenyane, on va avoir des profils qui sont assez, même qui sont pas marathoniens, hein, assez similaires. Donc, est-ce que ce poids léger est simplement une corrélation ou vraiment la cause? Puisqu'on va avoir aussi des marathoniens, certes un petit peu moins performants, des gens qui vont être en 2,20, 2,15, même si ça reste des chronos vraiment très, très importants, hein, qui sont vraiment très forts. On va avoir des profils un peu plus lourds quand même, quoi. Et c'est là où certains, je pense, se trompent de vouloir calquer un modèle, par exemple le modèle kényan sur un sport comme le marathon, Mhm. alors que bah, finalement, toi, tu es, né en France, tu es né aux États-Unis, tu es né Ouais. en Asie, et en fait, de base, tu pars pas du tout avec les mêmes cartes dans les mains, en fait, que ce soit positif ou négatif, bien évidemment. Ouais. Comment tu vois l'évolution du triathlon en France d'ici une dizaine d'années? Je pense que je le vois très positivement. C'est-à-dire que la France, on est quand même une nation forte du triathlon, que ce soit sur courte distance comme sur longue distance. Alors, longue distance, on était peut-être un petit peu moins avant. Il y a eu une époque où c'était vraiment les Allemands qui étaient très forts. Je pense que c'était surtout une histoire de culture. Mais maintenant, en fait, on se rend compte un peu d'un changement. Avant, les épreuves de longue distance étaient moins, voilà, c'est moins convoitées par les athlètes. Mais maintenant que ça se développe bien, c'est beaucoup plus regardé. Donc, naturellement, il y a des prize money plus importants. Il y a voilà, il y a une attraction pour ces distances-là qui est beaucoup plus forte. Et bien, on commence à avoir des athlètes de courte distance qui arrivent sur le long. Et nous, en France, on a un vivier d'athlètes de courte distance qui est vraiment très performant et qui passe très bien sur le long, hein. Je pense à Léo Bergère,
ou des jeunes comme Sam Ledlow, voilà, c'est des jeunes qui ont 23, 24, 25 ans, qui sont dans leur période de leur carrière où ça va que monter. Je pense que ça va attirer derrière, c'est comme tout, hein, c'est comme quand la France gagne la Coupe du Monde, bah, derrière, il y a une vague de licenciés dans le milieu du foot. Je pense que ça va être pareil en triathlon, c'est-à-dire que ça va donner envie, ça va créer un élan, et un plus gros vivier, ça fera in fine plus d'athlètes performants. Donc, moi, je pense qu'on va vraiment vers des bonnes années dans le triathlon français, en tout cas. Tu te rends compte que ben, plus il y a de licenciés, plus tu as de Mm. chances de trouver les perles dans ce vivier-là. Mm. Donc, selon toi, Paris 2024, c'est de bonne augure. Ben, en tout cas, on a des athlètes qui peuvent le faire, hein. Léo Bergère qui a été champion du monde, beaucoup d'athlètes qui peuvent gagner. Voilà. Alors après, ça reste des courses d'un jour, donc c'est Ouais, toujours bien dur de évidemment. savoir. Il y a beaucoup de facteurs qui sont non maîtrisables, mais en Mm. tout cas, les capacités pour gagner, on sera vu comme favori, en tout cas, il n'y a pas de doute, hein. C'est vrai que j'ai hâte. Et tu vois, tu parlais d'événements, de victoire, et ne serait-ce que déjà d'avoir l'événement chez soi, c'est top. Alors, bien évidemment, il y a plein d'autres épreuves et plein d'autres sports qui vont concourir pendant ces JO Paris 2024. Mais pour autant, c'est des sports qui vont être quand même vachement mis en valeur, Mm, davantage que par exemple le foot, qui est pas trop un sport olympique. Et donc, c'est intéressant malgré tout mm. d'avoir tout ce spectre-là. Et ouais, c'est important pour les enfants qui vont regarder tout ça et pouvoir s'identifier bah, à cet événement. Ouais. Ouais, bien sûr. Puis en plus, en France, on a la chance d'avoir donc les grands prix donc, de première, deuxième division. Et on a vraiment une densité, un niveau qu'on retrouvera dans aucun autre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une D1 de triathlon en France, comme il y en a tous les ans, voilà, il y a 4 ou 5 épreuves, ça peut être aussi relevé qu'une Coupe du Monde, en fait. C'est-à-dire qu'on peut voir un champion olympique qui vient sur la D1 et faire dixième, quoi. Donc, Ok. on a vraiment un potentiel de développement pour les athlètes qui sont performants, où ils peuvent s'aligner sur des courses très importantes. Donc, on a tout ce qu'il faut pour ça. Maintenant, il faut appuyer un petit peu aussi le long distance, parce que la fédération est portée uniquement courte distance, et le long distance, c'est un peu mis de côté. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. On a des athlètes très performants. Donc, j'espère que dans les années à venir, ça sera plus mis en avant, en tout cas. Non, mais c'est top que tu parles de ça Mm, parce que c'est vrai qu'on est quand même beaucoup matrixé par le foot. Le foot est très, très visible dans les médias, etc. Et on va mm, dire, mm, la Ligue 1, comparativement aux autres divisions étrangères, c'est un peu en dessous, blablabla. Mais au final, on se rend compte que dans d'autres sports, c'est pas du tout le cas. Je pense aussi, par mm. exemple, tout simplement au rugby, hein, où le top Ouais. 14 est très, très Mm, relevé. Et puis, je pense mm, qu'il y a encore plein d'autres sports où j'ai pas forcément de très grosses mm. connaissances, en tout cas d'un point de vue division. Mais c'est top, c'est de bonne augure pour tout ça. Ok, on va passer à la dernière partie du podcast. J'aimerais que tu nous donnes le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif. Moi, ouais, le meilleur conseil, je dirais que ce serait la patience. On parlait tout à l'heure du chemin de développement, du plan un peu de carrière. Moi, ça serait vraiment ça, savoir être patient, établir un plan et s'y tenir, même quand ça stagne, quand il y a des blessures, quand il y a des choses comme ça. Vraiment voir à long terme et s'y tenir, vraiment, voilà. C'est vraiment pour moi, le point le plus important. Parfait. C'est qu'encore une fois, c'est des notions qu'on retrouve dans plein d'aspects. Je m'intéresse pas mal à tout ce qui est économique. Et au final, Mhm. Ouais, sauf si tu es un pro du trading, mais ça ne ouais, fonctionne pas. C'est ouais, le 1%. Et si tu n'as pas ces connaissances-là, ça ne fonctionne pas. Bah là, c'est un peu ouais, pareil. Je pense que si tu t'amuses à faire un peu la révision du dernier moment de ouais, ouais, l'étudiant ouais, avant une épreuve, ça ne fonctionnera pas. Et, ouais, ouais. euh, et du coup, je pense qu'il y a cette notion aussi de te dire, OK, j'ai des objectifs long terme et j'ai des Mhm. mini-objectifs au sein même de ce gros objectif. C'est très, très clair. La patience, c'est une notion clé. Bien Je crois sûr. savoir que tu es assez autodidacte dans le triathlon. Est-ce que Ouais. tu aurais une ressource, un documentaire, un livre, voire même plusieurs, hein, bien évidemment, à nous conseiller? Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'aime bien regarder un petit peu de tout. C'est-à-dire que j'évite au maximum d'avoir une seule source pour éviter d'avoir des biais aussi. Parce que forcément, on a tous un peu une méthodologie dans laquelle on croit. Et j'essaie toujours d'aller voir des choses qui vont, même si c'est pas toujours, enfin, c'est pas toujours facile, des choses qui sont un peu à l'encontre de mes méthodes pour essayer vraiment et ça permet des fois de changer d'avis, de comprendre. Donc, je regarde vraiment de tout. Mais en livre intéressant, je dirais Eat Science.
qui est vraiment un livre. Alors, il est en anglais, mais ça regroupe vraiment un paquet de connaissances et Mhm. ça aborde tous les sports, hein. Je pense à ceux qui sont dans les sports collectifs et tout. Ça parle de tous les sports. C'est Génial. vraiment solide. Après, sur la méthodologie de l'entraînement pour la course à pied, la Jax Running Formula, qui est très bien aussi, qui est un livre vraiment bien fait. Et après, moi, c'est surtout ben, aujourd'hui sur Internet, hein, parce que on va pas se mentir, ça va tellement vite sur le net. C'est-à-dire que quand il y a des entraîneurs voilà, qui vont être interviewés, on a des informations tout de suite. Donc, je vais beaucoup sur YouTube, je regarde les chaînes voilà, où il y a beaucoup de podcasts, de vidéos. J'essaie de prendre un peu l'expérience de tous les entraîneurs. On a comme cette chance-là, où je pense à 20-30 ans en arrière, on ne pouvait pas avoir cette portée et cette connaissance vraiment du monde entier et d'un entraîneur à un autre. Aujourd'hui, c'est possible. On va sur notre téléphone, sur YouTube, et puis on a des partages d'expériences. Et je pense qu'il faut multiplier toutes ces sources d'informations pour vraiment développer l'expertise, quoi. Je trouve ça déjà super smart et super sain de ta part d'aller Mm. à l'encontre de tes croyances pour justement confronter tout ça, soit pour les solidifier, soit justement pour Mm. aussi nuancer peut-être Mm. ton propos. Parce que Mm. justement, comme tu l'as très bien dit, Internet et surtout en fait, la science vient directement sur Internet avant d'être dans les livres, Ouais. avant Mm. Mm. même d'être dans les C'est ça. universités ou les institutions qui, Mm. ben voilà, le processus est assez long finalement Ouais. pour que ça atteigne ces établissements-là et Ouais. bah, d'aller chercher la source directement, ben, c'est ce qu'il y a de plus simple et finalement de plus efficace. Ouais. Ouais, exactement. Puis, il y a un truc aussi qui est assez intéressant, c'est que même si le côté scientifique, pour moi, est très important, voilà, il y a aussi l'aspect empirique où quand on va discuter avec un entraîneur, il va nous dire, bah, moi, je fonctionne comme ça. Et quand on maîtrise les deux aspects, ça permet, quand un entraîneur nous dit, bah, moi, je dis cette méthode parce que je trouve que ça fonctionne bien, ça permet de faire le lien avec ce qui va se passer et pourquoi cette méthode fonctionne. Donc, en général, un entraîneur même sans savoir expliquer pourquoi sa méthode fonctionne, va proposer une méthode efficace. Et nous, en combinant les deux, on va pouvoir comprendre, OK, sa méthode fonctionne, elle est super, et c'est aussi pour ça qu'elle fonctionne, parce qu'il y a ces principes-là derrière. Et ça permet d'avoir vraiment une vision complète du processus, quoi. Tu vois, c'est exactement, Mhm. tu parles d'empirisme et c'est Mhm. exactement une des raisons pour laquelle aussi je fais ce podcast, parce que ça me permet d'échanger avec toi, avec Mhm. Mhm. tous mes invités au préalable et futurs, et justement bah, de confronter, de remplir un peu mon vase de Ouais. connaissances. Et puis, Mhm. ben, parfois, il y en a certains qui disent des choses où je suis pas totalement d'accord, mais ça me Mhm. permet de confronter et Ouais. voilà, d'aller chercher davantage d'informations sur ce domaine parce que je me rends Mhm. compte que mes interlocuteurs pensent différemment de moi. Et je pense que c'est Mhm. pareil pour chacun de nos auditeurs qui vont Mhm. nous écouter et qui vont avoir une vision peut-être différente de la nôtre dans un premier temps et mettre Mhm. un petit peu d'eau dans son vin. Et c'est un très bon conseil. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Je pense que ça serait pas forcément dans le sport, ça serait plutôt une autre personnalité, mais moi, vraiment qui me ferait rêver, c'est de passer une journée avec un entrepreneur très connu, je sais pas, par exemple Elon Musk ou un investisseur très connu, ou Warren Buffett, des gens qui ont vraiment fait des choses hors du commun, et je trouve que c'est le genre de personnalité, on a toujours des choses à apprendre, quoi. On dit, ah ouais, ok, c'est possible de faire des choses comme ça. Et c'est vachement inspirant. Moi, ce serait plutôt ce genre de personnalité-là. Ça me plairait bien de voir à quel point le spectre un peu de l'humain, quoi. À quel point des choses extraordinaires peuvent être faites. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Parfait. Tu es le Mm. premier à me parler de notions comme ça, avec des gens qui Ouais, sont vraiment, entre guillemets, à l'opposé du sport, qui ouais, ont, à mon sens, pas vraiment d'attache avec le sport. Mais encore une non, fois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. ouais, Il y a des vrais parallèles qu'on peut faire. Et mm, puis bon, ça fait sens par rapport aussi à ton activité qui, ouais, malgré tout, est un business entrepreneurial. Et c'est donc, sûr. très, 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 très intéressant. Pour Mm, ceux qui ne connaissent pas, j'imagine que vous connaissez tous Elon Musk et ses frasques. Voilà, mm, je pense qu'il y a à boire et à manger, mais en tout cas, ouais, ça reste quelqu'un qui, à mon sens, fera évoluer le monde. Après, mm, chacun voit midi à sa porte et aura sa pensée sur cette personne. mm, Mais Warren Buffett, un peu plus âgé, c'est vraiment mm, quelqu'un, si vous ne connaissez pas, allez vite vous renseigner sur ce ouais. monsieur. Ouais, c'est ça. Puis au-delà du côté entrepreneuriat et finance, c'est aussi l'état d'esprit qu'il y a derrière, quoi. Voilà, Ouais, pour ceux qui vont exactement. voir Warren Buffett, c'est quand on parle d'aspect long terme,
Bah, Warren Buffett, c'est l'exemple typique, hein. Ça montre qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ah ouais, ouais, il représente véritablement ça. Ouais, ouais, ouais. C'était très, très clair. Ouais, ouais. Quel serait le meilleur moyen de te contacter, tout simplement pour te remercier d'être passé sur le podcast, ou tout simplement si certains font du triathlon et qu'ils ont envie de travailler avec toi, ou peut-être Mhm. même des gens, des débutants, ou qui ne sont pas du tout encore dans cette discipline, qui ont envie d'aller voir un peu plus loin sur ce sport qui est le triathlon et pouvoir travailler avec toi, tout simplement. Alors moi, je suis assez disponible voilà, par email ou sur Instagram pour ceux voilà, qui veulent un peu de contenu sur les sports d'endurance. J'essaie d'être assez actif sur Instagram. Je mets souvent des petites vidéos. J'ai une newsletter également. Donc voilà, on peut me contacter un peu partout. Je réponds à tout le monde. Je n'ai pas 100 000 abonnés, donc j'ai la chance de pouvoir répondre à tout le monde et ça me fait le plaisir. Donc voilà. Parfait. Tu as raison de dire Voilà. que ça peut être aussi une chance, bien Ouais, évidemment. bah, bien sûr, Ok, hein. Mm. on mettra tout ça, bien évidemment, en lien dans la description. Je vais te poser la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Dans l'intérêt de ceux qui écoutent aussi pour vraiment avoir un maximum d'informations. Je pense à deux personnes. Donc, Mhm. pour le versant endurance et préparation physique, alors je ne sais pas si tu l'as déjà eu, mais il y a Rémi Rivet Non. qui est vraiment très intéressant. Il fait des choses vraiment bien. Préparation physique, il est très calé aussi. Ouais. Il propose des choses voilà, sur Instagram qui sont vraiment très bien aussi. Et après, j'ai un ami à moi alors, qui n'est pas du tout présent en tant que, que créateur de contenu sur les réseaux, mais qui est préparateur physique au BBH, donc au Brest-Bretagne Handball, Ok. qui est un club de hand assez connu, et qui est en fait mon meilleur ami, et avec qui on échange beaucoup. Et je pense sur certains aspects, il aurait beaucoup de choses à dire avec son expérience aussi du sport de haut niveau. C'est assez intéressant. Ouais. Ok, parfait. Rémi, je vois un petit peu ce qu'il fait sur les réseaux, même si j'ai pas encore poussé un peu ses notions. Et Mm, bah, le handball, parfait. Personne mm, est encore mm, intervenu sur ce sport. Et puis, quand bien mm. même, génial. Je contacterai bien Ok, évidemment ces personnes. Merci pour la ok, reco. super. Bastien, je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir accueilli sur ce podcast, et puis toujours un plaisir d'échanger. Voilà, ça me fait toujours plaisir voilà, de discuter, d'aborder un peu des notions, de voir ce qui se rejoint et tout ça. Et je trouve que c'est le meilleur moyen d'avancer et de développer nos compétences, de vraiment s'exprimer aussi un peu en public, quoi. Ça permet de pousser notre connaissance, nous pousser à aller chercher d'autres choses. Moi, je trouve ça super intéressant. Bah, génial. Bah, merci Mm, beaucoup à toi aussi, hein, Bastien, mm, pour toutes les pépites, toutes les connaissances que tu nous as apportées, notamment sur ce sport qui est le triathlon. Et puis à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras bien évidemment toutes les informations en lien dans la description. Si tu as kiffé notre échange, pose ton 5 étoiles et un commentaire auquel je répondrai bien évidemment avec un grand plaisir. Ça donne de la force et permet un meilleur référencement du podcast pour que davantage de sportifs aient accès aux pépites de Bastien. Nous, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!